L'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal en 2024 marque un tournant historique pour le Sénégal et pour le parti de PASTEF. Mais l'un des éléments les plus importants que nous avons pu remarquer lors de la promulgation de la liste des membres de l'administration sénégalaise sous l'égide du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est le ministre de l'économie, M. Sarr. M. Sarr est un pourfendeur du franc CFA. Cela m'a poussé à me poser la question, si l'AES veut créer une monnaie, quels devraient être les attributs de la monnaie de l'AES dans le contexte des pays de l'AES? Bienvenue sur Why Not in Africa. Bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances et de géopolitique vue sous un prisme africain. Je m'appelle Gabriel Ebanda, je suis là pour vous servir. Je vous remercie de nous avoir suivis et de nous suivre une fois de plus encore sur X, YouTube et sur Facebook. Nous allons parler aujourd'hui d'une hypothétique monnaie de l'AES et quels devraient être les attributs de cette monnaie. Je vous invite beaucoup à liker et à partager le contenu de cette chaîne qui a pour but de créer un think tank pour des réflexions profondes sur des changements historiques dont le continent fait face actuellement. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier attribut que doit avoir la monnaie de l'AES. Le premier attribut que doit avoir une monnaie de l'AES, ça doit être une monnaie compétitive. En effet, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, fait face à plusieurs paradigmes qui doivent dicter sa politique monétaire. On vous rappelle qu'une politique monétaire doit être basée sur l'aide à l'économie de pouvoir s'émouvoir et de pouvoir anticiper tous les soubresauts de l'économie mondiale aussi. Alors, très factuellement, une monnaie compétitive pour l'AES, qu'est-ce que cela veut dire? Une monnaie compétitive pour l'AES veut dire très bien une monnaie qui permet à l'AES de pouvoir se développer de manière harmonieuse. Quand on sait que l'AES a une pyramide des âges qui est très proche de celle du Sénégal, ça veut dire la majorité de la population a moins de 35 ans et une très bonne partie de la population a quasiment moins de 20 ans. Nous savons que ce sont des masses de personnes qui dans une dizaine d'années vont se retrouver sur le marché du travail. Donc la monnaie de l'AES doit être une monnaie compétitive. Et quand je parle de monnaie compétitive, mes regards se tournent forcément vers les pays asiatiques. Ces pays asiatiques tels que la Corée, tels que la Thaïlande, même le Japon d'ailleurs, qui, suite à la crise de 1997, ont pu développer des mécanismes qui permettent à la monnaie de résister et de surtout de rapatrier le tissu industriel. Ah oui, parce que très bien évidemment, nonobstant les progrès que vont faire les pays de l'AES pour avoir l'accès à l'énergie, ces pays doivent définitivement rapatrier un tissu productif industriel assez important pour pouvoir subvenir aux besoins d'employabilité de leur population. Alors, il s'agit d'avoir une monnaie qui est somme toute faible par rapport à quoi cela reste à déterminer. Une monnaie qui est capable de déjà aider ce pays à avoir une compétitivité de manière accrue par rapport aux autres. Il peut très bien se baser sur les ressources minières de ces pays-là et construire une monnaie dont la compétitivité par rapport à une certaine industrie est meilleure. Je prends par exemple le lithium pour le Mali. Si je donne un exemple bête, il faut 100 $ de l'heure par gramme de lithium produit en Bolivie, le Mali pourra avoir une monnaie axée vers cette économie-là qui permet de produire du lithium nettement moins cher au Mali de par sa monnaie et de par la compétitivité et l'assainissement du tissu industriel et du tissu productif au Mali. C'est l'un des exemples qui montre la compétitivité d'une monnaie. L'autre élément qui est très important pour la monnaie de l'AES, ce serait une monnaie semi-flottante. En effet, il existe trois types de monnaies pratiquées dans le monde. Actuellement, des monnaies flottantes complètement, telles que le dollar américain, le yen, des monnaies semi-flottantes qui sont pratiquées par des pays tels que la Chine ou des pays tels que l'Inde, et des monnaies complètement fermées qui ne flottent pas, qui sont des monnaies, elles, complètement contrôlées par l'État. Chacune de ces monnaies a des avantages et des inconvénients. Mais le point factuel est le suivant. Pourquoi je parle de monnaie semi-flottante pour les pays de l'AES? En effet, les pays de l'AES ont besoin à la fois d'une flexibilité qu'offre une monnaie flottante sur les marchés financiers pour pouvoir montrer la valeur et la compétitivité de leur monnaie par rapport
à leur capacité d'exportation de minerais très importants qu'ils détiennent dans leur sous-sol. Mais en plus de cela, ils ont besoin d'une monnaie quand même contrôlée par l'État, du moins par la Banque centrale qui a son mot à dire. Parce que dans le cas d'une monnaie semi-flottante, il y a les deux avantages. Du côté non flottant, la Banque centrale pourrait jouer le rôle de la personne qui régule les flux monétaires, pour pouvoir empêcher que cette monnaie soit attaquée par les ressources extérieures ou par pure inflation ou par pure spéculation. En effet, il faut très bien savoir qu'une monnaie semi-flottante a ces avantages-là. Et les pays de l'AES disposant des matières premières très importantes telles que l'or, nonobstant les pays sur lesquels ils vont adosser leur monnaie ou les différents paniers de devises ou simplement que de l'or, comme l'a fait la Russie en 2023 pour juguler le fait des sanctions que d'autres pays subissaient suite à l'invasion de l'Ukraine dans le Donbass, on peut très bien adosser la monnaie de l'AES à l'or. Mais même si on adosse la monnaie de l'AES à l'or, sans taux fixe avec un taux semi-flottant, la Banque centrale des pays de l'AES peut très bien accumuler des devises de par une balance commerciale excédentaire que ces pays pourront générer et ensuite avec cet argent juguler non seulement les importations que ces pays doivent faire, mais en plus de cela aussi leur permettre de pouvoir réguler le taux de leur monnaie sur les marchés financiers. À titre d'exemple, je vous donnerai l'exemple de la Chine. Lorsque la roupie prend énormément de valeur, l'exemple que je voulais donner, c'est sur l'Inde. Lorsque la roupie prend une énorme valeur sur les marchés, sur la place financière, et bien tout simplement la Banque centrale d'Inde peut vendre des dollars ou acheter des dollars pour pouvoir réguler le taux de la roupie sur le marché. C'est ça le principe aussi d'une monnaie semi-flottante, gérée à la fois par les marchés, mais aussi par la Banque centrale du pays concerné. Donc ça, c'est un thème très important pour les pays de l'AES. Le dernier point que je voudrais ramener ici, ce serait une banque centrale orientée. En effet, l'AES aurait besoin d'une banque centrale très orientée, dont, malgré son impartialité et son indépendance par rapport au gouvernement en place, doit très bien jouer le jeu d'une banque centrale dont l'unique rôle ne serait pas de juguler l'inflation. En effet, actuellement, au sein de la BCAO ainsi que de la BEA, qui est la Banque des États d'Afrique centrale, BCAO, Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, le seul but dans les textes de la BCAO actuellement, c'est de contrôler l'inflation et de le ramener autour d'un taux de 4%. En effet, cette politique très défensive des deux banques centrales de la zone franc, les deux principales banques centrales de la zone franc, crée une rarification de la disponibilité monétaire sur les marchés pour permettre l'essor industriel et l'essor entrepreneurial des différents pays sous l'égide de cette banque centrale-là. En effet, la banque centrale de ces pays de l'AES va devoir jouer un rôle crucial parce que cette banque centrale doit devoir mettre dans ses textes principalement la création de richesses et oui, la jugulation de l'inflation, peut-être pas à 4%, peut-être à plus, parce que étant une économie cherchant à rapatrier le tissu industriel et qui va prendre des risques, peut-être le taux pourrait être plus élevé, mais principalement l'essor industriel et l'essor économique devraient être l'objectif principal de la Banque centrale de l'AES. Alors, pour terminer, c'est simple. On a donné 3 principes fondamentaux que l'AES doit suivre pour pouvoir avoir une monnaie forte, une monnaie viable, une monnaie qui permettrait l'essor économique. Il s'agit bel et bien d'une banque centrale qui serait orientée vers les objectifs du pays. Il s'agit très bien d'une monnaie semi-flottante qui permettrait à l'AES d'avoir une économie compétitive tout en ayant une monnaie qui joue le rôle d'intermédiaire entre le tissu productif de l'AES et les marchés mondiaux. Et on aimerait aussi avoir une monnaie compétitive dont le taux permettrait de garantir à l'AES le rapatriement du tissu industriel et donner de l'emploi à des millions de jeunes qui vont bientôt entrer sur le marché du travail dans ces pays de l'AES. Bien évidemment, doté d'un panafricanisme très avancé, voulant l'essor du continent africain, les dirigeants de l'AES peuvent être très bien tentés par une monnaie
extrêmement forte vu la présence de l'or dans leur sous-sol. Mais ce n'est pas la manière par laquelle le monde fonctionne. Il faut très bien prendre conscience qu'une monnaie ultra forte est parfois un caprice de pays riches qui ont déjà participé et ils ont déjà fait effectuer ce que j'appelle communément sur cette chaîne une croissance ricardienne. L'AES a tourné des chemins. Le Sénégal a élu un ministre des Finances qui est très proche des tendances de l'AES et du panafricanisme qui vise à sortir du franc CFA. Ils ne sont plus dorénavant dans l'écho, reste à savoir ce qui resterait arrivé, mais il est très clair que les réflexions sur la monnaie de l'AES sont extrêmement avancées au sein des pays de l'AES. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir écouté Why Not in Africa. Restez zen, gardez la pêche.